Dans la nuit du 18 mai 1994, une jeune femme pleine de vie, animée par la joie propre à son âge et une énergie débordante, faisait ses adieux avec affection à ses amis et compagnons de fête dans une boîte de nuit populaire de la ville d'Orlando. Absolument personne dans cet endroit, pas même elle, n'aurait pu imaginer que cet au revoir joyeux serait la dernière occasion pour ses proches d'admirer son sourire éclatant, la lumière de ses yeux, sa vitalité rayonnante. Tragiquement, l'aube du jour suivant révélerait un décor horrifiant. Son corps, victime d'une agression brutale, fut découvert dans un lieu désert, abandonné comme un objet sans la moindre valeur humaine ou affective. L'auteur de cet acte atroce, identifié comme Thomas Lee Goodinas, serait confronté à la justice et, après un long processus judiciaire, serait condamné à la peine capitale, prévue plus de 3 décennies après ce jour fatidique. Pourtant, malgré le passage implacable du temps et l'imminence de l'exécution, une question troublante hante encore les esprits. Quel abîme obscur réside dans l'âme d'un être humain capable d'ôter une vie avec une telle férocité et un tel mépris? Et au-delà de la simple condamnation, quelle motivation tordue ou quel démon intérieur peuvent pousser quelqu'un à commettre un acte de barbarie aussi irréparable et profondément douloureux? Orlando, Floride, au printemps vibrant de 1994. La ville se présentait comme un creuset de contrastes, un mélange étrange et parfois perturbant de magie étincelante et d'un sentiment palpable de chaos latent. D'un côté, s'élevaient majestueusement les immenses parcs à thème, véritables aimants attirant des foules de touristes venus des 4 coins du monde, avides de plonger dans un univers de fantaisie et de divertissement sans limite. De l'autre, existait une réalité parallèle, une face sombre composée de quartiers marginalisés et oubliés, un labyrinthe de rues dangereuses et incertaines, soigneusement dissimulées aux yeux des visiteurs derrière le voile illusoire du royaume magique de Disney. Dans ce contexte, Michelle McGrath, une jeune femme de tout juste 22 ans, se trouvait au sommet de sa vie. Ce soir-là, elle avait décidé de retrouver un groupe d'amis dans la boîte de nuit animée Big Daddy's, un établissement particulièrement prisé par la jeunesse locale, connu pour son ambiance festive et sa musique entraînante. C'était un mercredi comme un autre sur le calendrier, mais à cette époque de l'année, avec la chaleur de saison et l'énergie de la jeunesse en ébullition, n'importe quelle nuit pouvait facilement devenir un prolongement du samedi soir. Michelle était une personne extravertie et sociable, dotée d'un sens de l'humour communicatif et d'une gentillesse naturelle qui la faisait briller dans tout rassemblement. Ce soir-là en particulier, elle n'avait pas consommé d'alcool en grande quantité. Son intention était simplement de profiter de la musique, de se laisser emporter par le rythme de la danse et de rentrer chez elle saine et sauve à la fin de la soirée. Cependant, le destin, impitoyable et capricieux, en avait décidé autrement. Son souhait de vivre une nuit de plaisir sans complications ne se réaliserait jamais. Elle ne parvint pas à rentrer chez elle. Aux alentours de 3 heures du matin, alors que la fête commençait à s'essouffler et que le club se vidait lentement, Michelle prit une décision fatale. Elle sortit seule dans la nuit froide et obscure. Le parking, qui avait été quelques instants plus tôt une mer animée de lumières et de mouvements, n'était plus qu'un cimetière métallique faiblement éclairé. Était-elle consciente, alors qu'elle marchait vers sa voiture, que chaque pas la rapprochait de l'obscurité? Avait-elle ressenti un frisson, une prémonition de l'horreur qui l'attendait dans l'ombre? C'est là, à cette heure silencieuse et traîtresse, que l'on pense qu'elle croisa le chemin d'un prédateur, un homme nommé Thomas Lee Goodinas. Un homme qui, en quelques instants, lui volerait bien plus que son sac ou sa voiture. Il lui volerait son avenir, son sourire, sa propre vie. Mais quelles circonstances l'ont mené à cette rencontre? Était-ce une simple coïncidence ou une chaîne d'événements prédestinés? Et surtout, cela aurait-il pu être évité? En examinant le profil psychologique de Thomas Lee Goodinas, une conclusion troublante émerge, la présence d'une dissociation émotionnelle profonde. Loin d'être un individu impulsif, guidé par des accès soudains de colère, nous avons affaire à un homme capable d'exercer un contrôle significatif sur ses émotions, dissimulant une rage latente sous une apparence de normalité superficielle. Son modus operandi suggère une planification méthodique, une action silencieuse et calculée, des caractéristiques qui, dans le domaine de la criminologie, indiquent un individu présentant un potentiel de dangerosité extrêmement élevé.
Mais quels sont les facteurs ayant contribué à la formation de ce profil? Quels mécanismes psychologiques lui ont permis de dissocier ses actes de leurs conséquences? Et surtout, quelles leçons peut-on tirer de ce cas pour identifier et prévenir des comportements similaires à l'avenir? La réponse à ces interrogations est cruciale pour comprendre la nature du mal et renforcer notre capacité à protéger la société contre ces manifestations les plus extrêmes. Thomas Lee Goodinas, jeune homme de seulement 20 ans à l'époque, connaissait déjà l'amertume de la loi. Son dossier judiciaire, bien que peu volumineux, révélait un schéma de conduite préoccupant. Petits vols, possession illégale d'armes, altercations et agressions occasionnelles. Qu'est-ce qui a poussé ce jeune à emprunter la voie de la délinquance? Quelles carences ou frustrations l'ont amené à défier les normes sociales? Il avait quitté l'école très jeune, abandonnant tout espoir d'une vie conventionnelle. Son existence se déroulait entre les murs désolés de motels bon marché, des emplois occasionnels à peine suffisants pour survivre et un environnement marginal où le désespoir semblait être la seule constante. Ceux qui l'ont connu, ou pensèrent le connaître, ne le décrivaient pas comme quelqu'un d'intrinsèquement violent. Mais ils ne le considéraient pas non plus comme une personne digne de confiance, quelqu'un à qui l'on confierait ses secrets ou sa sécurité. Quels secrets Goodinas cachait-il derrière cette façade de normalité? Quels instincts refoulés faisaient de lui une bombe à retardement prête à exploser? Mais ce qui glace véritablement le sang, ce qui transforme ce cas en un rappel effrayant de la fragilité de la vie, c'est un détail saisissant. À peine quelques heures avant le meurtre brutal de Michelle McGrath, une autre femme, en proie à la panique, avait signalé à la police une tentative d'enlèvement. Un homme dont les caractéristiques physiques coïncidèrent de façon troublante avec la description de Goodinas l'avait abordé avec une arme à feu. Heureusement, cette femme parvint à échapper aux griffes de son agresseur, échappant à un destin tragique. Était-ce une simple coïncidence? Ou la Providence lui avait-elle accordé une seconde chance? Michelle, malheureusement, n'a pas eu cette chance. Le destin, impitoyable et silencieux, l'avait placée dans la ligne de mire d'un prédateur. Aurait-elle pu agir différemment? Y avait-il un signe d'alerte qui lui aurait échappé? Et surtout, comment s'assurer qu'aucune autre jeune innocente ne devienne la proie des ténèbres qui rôdent dans l'ombre? La lumière impitoyable de l'aube du 19 mai révéla une scène qui glacerait le sang de tout être humain doté d'un minimum d'empathie. Dans une ruelle lugubre et désolée, située à l'arrière d'une école, un lieu qui devrait être synonyme d'innocence et d'apprentissage, gisait le corps sans vie de Michelle McGrath. Quel dessein tordu du destin l'avait mené à cet endroit d'horreur? Quel genre de monstre pouvait profaner un lieu dédié à l'avenir avec un tel acte de barbarie? Son corps, à moitié dénudé et vulnérable, racontait une histoire de terreur indicible. Les signes de violence sexuelle étaient évidents. Un affront brutal à sa dignité de femme et d'être humain. Mais le plus déchirant était la preuve d'un traumatisme crânien sévère, infligé avec une sauvagerie défiant toute logique et compréhension. Quelle forme de rage, quelle haine pouvait amener quelqu'un à s'acharner de la sorte sur une jeune fille sans défense? L'autopsie révéla plus tard que Michelle avait été frappée violemment avec un objet contondant, possiblement une lampe torche métallique, transformée en arme mortelle entre les mains de son agresseur. Chaque coup, chaque fracture était un témoignage silencieux de sa souffrance, un cri étouffé dans les ténèbres. A-t-elle souffert? A-t-elle eu le temps de comprendre ce qui se passait? Et, plus terrible encore, est-elle morte en sachant que sa vie, remplie de promesses et de rêves, avait été brisée de la manière la plus cruelle et injuste? Les enquêteurs décrivirent la scène comme déchirante. Aucun témoin direct, mais à proximité, une chaussure cassée avec des traces de sang fut retrouvée. Et surtout, de l'ADN sous les ongles de Michelle. Elle s'est battue. Jusqu'à la dernière seconde, elle s'est battue pour vivre. L'horloge biologique de la justice, parfois lente et laborieuse, s'est déplacée dans le cas de Goodinas à une vitesse inhabituelle, propulsée par le témoignage bouleversant d'une témoin qui, miraculeusement, avait réussi à échapper aux griffes de la mort. La femme, qui s'était enfuie quelques heures avant le crime atroce, encore terrifiée et avec l'adrénaline courant dans ses veines, n'hésita pas. Sa mémoire, rendue vive par le traumatisme, reconstitua le visage de son agresseur, la silhouette de l'homme qui l'avait traîné au bord du gouffre. Et cette silhouette, ce visage, appartenait à Goodinas. Son identification fut un élément clé, le chaînon manquant dont la police avait besoin pour transformer un soupçon en mandat d'arrestation. La machine policière, qui n'avait cessé de fonctionner,
se mit en marche avec un regain d'énergie. Les agents, avec l'image de Goudinas imprimée dans leur esprit et l'urgence de capturer un prédateur, se lancèrent à sa poursuite sans relâche. Quelques jours plus tard, l'étau se resserra. La chance de Goudinas, ou peut-être sa négligence, le mena à une fin prévisible. Il fut retrouvé endormi, recroquevillé dans le refuge précaire d'une voiture abandonnée. Un tableau pathétique pour un homme accusé de tels actes horribles. L'image contrastait brutalement avec la violence de ses crimes présumés. Un lion endormi, mais avec les griffes ensanglantées. L'arrestation fut rapide, presque sans résistance. Mais ce que la police trouva en sa possession cimenta encore davantage les accusations. Une lampe torche métallique. Ce n'était pas une lampe ordinaire. Son poids et sa forme correspondaient au type d'objet qui aurait pu être utilisé dans une attaque brutale. Et ensuite, le détail le plus glaçant, dans ses vêtements, parmi les plis du tissu, les enquêteurs découvrirent de petites traces de sang. Les analyses ultérieures furent impitoyables. Ce sang n'était pas le sien. Il correspondait de manière incontestable à celui de la victime. La preuve médico-légale commençait à tisser autour de Goudinas un filet inéluctable. Mais la preuve la plus dérangeante, celle qui grava une image indélébile dans l'esprit des enquêteurs et résonna dans chaque cœur qui entendit son histoire, ne fut pas matérielle. Ce fut le silence. Lors de l'interrogatoire, dans la froide salle aseptisée du commissariat, on s'attendait à une réaction. Des larmes de repentir, des cris d'innocence, des supplications d'aide ou de clémence, du désespoir, de la colère, de la peur. Mais Goudinas ne pleura pas, il ne créa pas, il ne demanda rien. Il resta silencieux. Un silence dense, lourd, contre nature. Un silence qui n'était ni dû au choc, ni à la confusion, mais à un calme inquiétant. Un vide qui ne proclamait pas l'innocence, mais qui, d'une certaine manière, criait la culpabilité. Son regard, vide, ou peut-être trop plein de quelque chose qu'aucun être humain ne pouvait interpréter, laissa une empreinte indélébile. Était-ce la froideur d'un sociopathe, la déconnexion totale d'un monstre, ou la peur d'un homme conscient que son destin était scellé? Ce silence, plus que n'importe quel mot, devint le témoignage le plus éloquent de son esprit énigmatique, un crochet pour quiconque cherchait à comprendre l'obscurité qui l'habitait. Parfois, le silence est plus troublant qu'un cri, et Tomály Goudinas le savait très bien. Le procès de Goudinas débuta en 1996. Bien qu'il n'ait pas fait la une des journaux nationaux ni attiré l'attention d'un public médiatique avide de sensationnalisme, en Floride, l'affaire résonnait avec une intensité troublante. La communauté suivait les événements de près, avec un mélange de curiosité morbide et de soif de justice, tandis que les détails du crime atroce se dévoilaient dans la froide salle d'audience. L'air vibrait de tension, de douleur, de la gravité d'un processus destiné à déterminer le destin d'un homme. Le ministère public, conscient du poids des preuves, présenta un arsenal accablant. Chaque pièce du puzzle assemblée pointait inexorablement vers Goudinas. Ils présentèrent des preuves ADN irréfutables, le témoignage silencieux de la science qui liait directement l'accusé à la scène du crime et à la victime. Des objets personnels retrouvés en possession de Goudinas appartenant à la femme agressée furent également montrés, chacun représentant une preuve discrète mais accablante de son lien avec l'horreur. Et bien sûr, les traces de sang correspondant à celui de la victime. Un témoignage muet de la violence exercée. Une empreinte biologique qui criait sa présence. Les procureurs peignirent le portrait terrifiant d'un prédateur calculateur dont les actes ne laissaient aucun doute sur sa culpabilité. Leur présentation fut méticuleuse, froide et pour le jury, écrasante. Comment réfuter des preuves aussi accablantes? L'avocat de la défense de Goudinas, confronté à un mur de preuves aussi solide, tenta une stratégie désespérée. Arguer que son client souffrait de troubles mentaux non diagnostiqués. C'était une tentative d'humaniser l'accusé, d'offrir une explication, aussi sombre soit-elle, à la brutalité de ses actes, de suggérer que ce n'était pas une pure méchanceté qui le motivait, mais un esprit malade. Peut-être si une incapacité mentale pouvait être démontrée, la peine capitale pourrait-elle être évitée. Mais les espoirs de la défense s'effondraient devant l'évaluation des experts. Les expertises médicales et psychologiques furent claires et ne soutinrent pas la théorie d'un trouble mental grave. Aucune preuve clinique de schizophrénie. Cette rupture de la réalité souvent invoquée pour exclure la responsabilité pénale.
Aucun diagnostic de trouble bipolaire non plus, qui pourrait expliquer des sautes extrêmes d'humeur et de comportement. Ce que révélèrent les experts, ce que montraient les analyses, était bien plus désolant. Non pas une maladie mentale invalidante, mais la réalité brute d'un jeune homme au passé de violence, d'abandon et de frustration. C'était une histoire de vie marquée par la négligence, par l'absence d'opportunités, par un chemin qui semblait l'avoir inexorablement poussé vers l'abîme. Ce n'était pas de la folie, mais le produit d'une existence brisée, de blessures émotionnelles jamais refermées et qui, peut-être, l'avait transformé en un être insensible à la souffrance d'autrui. Cette révélation ne justifiait pas ses actes, mais ajoutait une couche de complexité au profil de l'accusé, soulevant la question inconfortable de l'influence de l'environnement dans la formation d'un criminel. Un monstre naît-il? Ou est-il créé à travers les défaillances du système et de la société? La balance de la justice penchait inexorablement vers la condamnation. L'affaire Goudinas est un exemple clair de la façon dont la défense basée sur la santé mentale peut échouer lorsqu'il n'existe aucun diagnostic clinique solide. Son absence d'empathie a été perçue non comme un symptôme, mais comme un trait de personnalité antisociale. Après 3 semaines, le verdict fut unanime, coupable. Et la sentence, peine de mort. Après la condamnation, le destin de Thomas Lee Goudinas fut scellé par l'acier froid et le béton du couloir de la mort. Il fut incarcéré à la prison d'État de Floride à Stark, un nom qui résonne avec une réputation sombre. Cette prison de haute sécurité n'est pas seulement un lieu de détention, c'est une institution connue pour ses mesures de sécurité extrêmement strictes, une forteresse imprenable et, plus sinistre encore, le lieu d'exécution fréquente dans l'État de Floride. Y entrer, c'est franchir un seuil dont peu ressortent. Sa nouvelle réalité, la cellule, n'était rien de moins qu'une cage de désespoir. Elle mesurait un peu plus de 2 fois 3 mètres, un espace claustrophobe qui deviendrait son univers pour près de 3 décennies. À l'intérieur, l'austérité était brutale, un lit en béton, froid et impitoyable, conçu pour punir, non pour reposer. Une cuvette en acier, utilitaire et déshumanisée. Et une simple fente dans la porte, seul lien avec l'extérieur par laquelle on lui servait ses repas, rappel constant de sa dépendance totale et de son enfermement. Chaque jour, chaque nuit, le même panorama, la même solitude, le même enfermement. Comment un être humain peut-il supporter cette routine monolithique, cette annulation de l'individualité? Pendant près de 3 décennies, Goudinas a attendu. L'attente dans le couloir de la mort n'est pas un simple passage du temps. C'est un purgatoire psychologique, une agonie prolongée où chaque tic-tac rapproche le détenu de sa fin. Pendant ce temps, sa vie s'est transformée en une lutte juridique constante, une course contre la montre de l'exécution. Il a fait appel encore et encore, épuisant chaque recours, s'accrochant à toute étincelle d'espoir que le système judiciaire labyrinthique pouvait offrir. Ses avocats se sont battus sans relâche, épluchant chaque document, chaque témoignage, à la recherche d'une erreur, d'une nouvelle preuve, de n'importe quoi qui puisse arrêter la machine de la justice. Dans son désespoir, il a envoyé des lettres. À qui? À des juges, à des organisations de défense des droits humains, à des membres de sa famille, peut-être à des gens qu'il ne connaissait plus ou qu'il avait oubliés. Chaque lettre était un cri silencieux depuis l'obscurité, une tentative d'être entendu, de rompre l'isolement. Dans ses missives et lors des interrogatoires, son récit oscillait parfois. Il niait certaines choses, peut-être dans une ultime tentative d'accrocher une version de l'innocence ou pour alléger le poids de la culpabilité. Mais à d'autres moments, de manière surprenante ou calculée, il confessait d'autres faits, révélant des bribes de vérité que lui seul connaissait, maintenant le système et son audience dans un état d'incertitude perpétuelle. Était-ce un jeu de manipulation ou une lutte interne pour dire la vérité? La question fondamentale de son remords planait toujours dans l'air. Regrettait-il vraiment ses actes ou seulement leurs conséquences? Lors d'une audience de révision en 2005, une décennie après sa condamnation, un juge, avec la froideur que donne l'expérience, lui posa la question directe qui hante les victimes et la société. Ressentez-vous du remords? La réponse de Goudinas à cette question, ou son absence, scellerait non seulement son image publique, mais peut-être, dans la balance finale,
son destin. Sa réponse fut sèche, presque détachée de la réalité. Les choses ne se sont pas passées comme je l'avais pensé. Pas un mot sur Michel. Pas un mot de pardon. Pendant ce temps, les avocats de la défense tentèrent d'invoquer l'inefficacité de la défense initiale, des erreurs de procédure et même une contestation sur la méthode d'exécution. Injection létale contre chaise électrique. Rien ne fonctionna. La Floride a durci sa politique en matière de peine capitale. Le gouverneur Ron DeSantis a signé plusieurs ordres d'exécution en 2025, et parmi eux, celui de Goudinas. Le calendrier, implacable, a fixé la date finale. Le 24 juin 2025, la vie de Thomas Lee Goudinas prendra fin à la prison d'État de Floride. L'injection létale, cette méthode d'exécution conçue pour être humaine, mais qui cache une froideur chirurgicale, sera l'instrument de son dernier souffle. Quelques jours avant le solstice d'été, la vie d'un homme s'éteindra à jamais, ajoutant un nom de plus à la sombre liste des exécutions. Sa mort ne sera pas un événement isolé. Avec elle, Goudinas deviendra la 7e personne exécutée cette année-là dans l'État de Floride. Une statistique qui, pour les partisans de la peine capitale, est un signe de justice accomplie, d'une loi appliquée avec fermeté. Pour ses détracteurs, c'est un rappel sinistre de la machine implacable de la mort, de la fragilité de la vie entre les mains de l'État. 7 vies en moins de 6 mois, un rythme qui souligne la détermination de la Floride à appliquer la peine maximale. Quelles histoires se cachent derrière chacun de ces noms au-delà des gros titres? Dans ces dernières heures, Goudinas se verra offrir les rites finaux que le système accorde aux condamnés à mort. Il aura droit à un dernier repas, un geste paradoxal d'humanité à la veille d'une déshumanisation totale. Que choisira-t-il? Un plat évoquant un souvenir d'enfance, une dernière connexion avec un monde qu'il s'apprête à quitter? Ou quelque chose de dénué de sens, un signe de son indifférence ou de sa résignation? Le choix de ce dernier repas reste, pour beaucoup, un mystère, une fenêtre éphémère sur la psyché d'un homme au bord de l'abîme. Et s'il le souhaite, il aura l'opportunité de prononcer quelques mots. Un micro l'attendra, prêt à capter toute déclaration, tout regret, tout défi. C'est un moment qui peut définir son héritage, une dernière chance de se repentir, de dire la vérité ou de rester silencieux. Brisera-t-il le mutisme énigmatique de cet interrogatoire de 1996? Ou choisira-t-il d'emporter ses secrets dans la tombe? L'attente pour ceux qui suivront l'affaire sera palpable. Mais jusqu'au moment présent de cette narration, le silence de Goudinas persiste, inébranlable et perturbant. Il n'a pas demandé de visite familiale, un fait qui en dit long sur les possibles ruptures dans sa vie, ou peut-être sur son désir d'affronter seul la fin. N'y a-t-il personne dans sa vie pour le visiter? Ou est-ce lui qui refuse d'être vu dans ses dernières heures, un choix pour préserver une forme de dignité ou pour protéger les autres de la douleur de l'adieu? Et le détail le plus déchirant pour les familles des victimes, pour la société en quête de clôture, il n'a pas non plus exprimé de remords publics. Cette question cruciale du juge en 2005, « Ressentez-vous du remords ?», semble être restée sans réponse publique définitive. Du moins pas une qui satisfasse ceux qui espèrent un signe de contrition. Son silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est l'absence d'un mea culpa, une barrière infranchissable qui laisse à beaucoup le sentiment que la véritable compréhension, le véritable apaisement émotionnel ne viendra jamais. Le 24 juin, le rideau tombera. Mais l'histoire de Thomas Lee Goudinas ne se terminera pas avec sa mort. Son cas, comme tant d'autres dans le couloir de la mort, continuera de soulever des questions inconfortables sur la justice, la rétribution et la possibilité de rédemption. Le silence final de Goudinas résonnera longtemps après que son pouls se sera arrêté. Un rappel sombre des abysses de l'âme humaine et des complexités d'un système qui parfois laisse plus d'interrogations que de certitudes. Ce type de comportement est typique des individus au profil antisocial sévère. L'absence d'empathie, la froideur émotionnelle et la résistance à reconnaître les torts sont des barrières psychologiques profondes. Goudinas ne semble pas repentant. Il semble résigné. La procédure sera standardisée. Transfert vers la salle d'exécution, mise en place des cathéters, surveillance médicale, lecture officielle du nom et de la sentence et administration des produits létaux. Michelle McGrath n'était pas seulement une victime. Elle était une fille, une amie, une étudiante. Elle aimait la musique pop, le cinéma des années 90,
et prendre un café avec sa mère le dimanche. Ses amis se souvenaient d'elle comme de quelqu'un qui te faisait toujours te sentir vu. Sa famille a vécu 30 années sans elle, 30 Noëls, 30 anniversaires vides. Le meurtre n'a pas seulement mis fin à sa vie, il a bouleversé celle de tous ceux qui l'aimaient. La justice arrive tard, la réparation, jamais, car aucune exécution ne peut rendre ce qui a été perdu cette nuit de mai. L'affaire Thomas Lee Goudinas ravive le débat éternel. La peine de mort est-elle une justice ou une vengeance? La Floride a intensifié les exécutions, mais chaque cas est un miroir. Exécuter un homme 3 décennies après le crime sert-il à autre chose qu'à clore un dossier? Qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que cela répare? L'exécution de Goudinas est légale, mais elle pose une question éthique. Punit-on l'homme qu'il était en 1994 ou celui qu'il est aujourd'hui? Et que gagne-t-on? La douleur ne disparaît pas, le crime non plus. Selon les données du Death Penalty Information Center, les cas de condamnés exécutés après plus de 25 ans dans le couloir de la mort sont en augmentation. La justice arrive, mais elle arrive vieillie. Orlando, 3h10 du matin, mai 1994. Michelle marche rapidement vers sa voiture. Elle entend des pas derrière elle. Elle se retourne. Un homme s'approche. Il ne crie pas. Elle hésite. Il sort un objet brillant. C'est une lampe torche. Et en quelques secondes, tout devient obscurité. Silence. Mort. Thomas Lee Goudinas mourra à 51 ans. Michelle est morte à 22 ans. Il a eu 30 ans de vie supplémentaire. Elle, seulement une nuit de plus. La justice peut être aveugle, mais la mémoire, non. La mémoire se souvient de ce qui a été perdu, de ce qui a échoué, de ce qui n'aurait jamais dû arriver. Et elle se souvient que derrière chaque exécution, il y a une histoire qui a commencé bien avant le crime.